L'idée de ces webinaires, pour ceux qui n'étaient pas présents à la première édition, c'est de vous proposer des formats assez courts, réguliers et qui vous permettent de découvrir les différents projets de recherche qui sont menés dans le monde de la pêche. Tous les projets qui vous sont présentés répondent tous à un cadre commun. Ils sont menés dans le cadre d'un partenariat scientifique pêcheur qui est vraiment l'ADN de tous les projets qui sont soutenus par France Filière Pêche. Suite à la première édition qui traitait des projets d'innovation autour de la pêche au chalut, première édition que vous pouvez revoir en allant sur le site de France Filière Pêche, les participants, et peut-être vous peut-être, qui étaient là à la première édition, avaient décidé de la thématique de cette deuxième édition qui, sans grand secret, vu que c'est marqué en plein milieu de l'écran, traitera du partenariat scientifique pêcheur au travers de la pêche au casier. Si les slides passent, pardon. La prochaine heure qu'on va passer ensemble va être structurée de la manière suivante. Je vous propose une rapide introduction sur le casier et qu'est-ce que c'est que cette pêche. Puis enfin, pour illustrer cet engin de pêche et les différentes espèces qui permet de capturer, nous proposons de découvrir 3 projets, 2 qui sont menés par l'Ifremer sur la façade atlantique et un projet mené par le CEPRALMAR, qui est le Centre d'études pour la promotion des activités lagunaires et maritimes, qui sur la façade méditerranéenne. Ces 3 projets, le premier, ce sera le projet Recrue, qui vous sera présenté par Martial Laurence, qui est chercheur en écologie halieutique au laboratoire de biologie halieutique de l'Ifremer Brest, et qui nous montrera comment les scientifiques et les pêcheurs collaborent pour étudier les ressources en crustacés, en grands crustacés en particulier, sur la façade atlantique. Ensuite, on enchaînera avec le projet PICSNAC, présenté par Jean-François Aulet, directeur et référent pêche du CEPRALMAR, pour nous expliquer quelles sont les grandes informations et les informations clés à maîtriser sur une espèce pour pouvoir mettre en place une gestion durable. Et enfin, le projet Bedfish, présenté par Sonia Méo, ingénieure en technologie halieutique au laboratoire de technologie et biologie halieutique de l'Ifremer Lorient, qui nous présentera l'histoire de la construction d'un engin de pêche sur mesure. Comme vous le voyez, toutes les questions seront prises à la fin des différentes interventions et des présentations de ces projets-là. Sur le bas de votre écran, normalement, passant la souris, ou le haut, ça va dépendre peut-être de chacun, mais vous avez un petit bouton Q et R sur lequel vous pouvez poser vos questions tout au long de l'heure qu'on va passer ensemble. Et à la fin de ces présentations, on pourra ainsi, à partir de vos questions, échanger avec les 3 panélistes sur leur projet. Donc, sans plus attendre, en introduction, passons directement à la pêche au casier. Et le casier, plus particulièrement, qu'est-ce que c'est? Le casier, c'est un engin de pêche qu'on appelle également NAS, et ce sont des pièges qui sont constitués d'une structure rigide, comme vous pouvez le voir sur ces différentes photos, qui est recouverte ensuite d'un filet pour les versions actuelles. Les versions d'époque, comme on peut le voir sur la photo à gauche, sur un casier à crustacés, étaient intégralement en bois. Maintenant, on a fait évoluer ça avec des filets. Ils ont tous un point commun, ces casiers, c'est qu'ils ont au moins une ouverture qu'on appelle une goulotte, qui est disposée de telle manière à ce que l'animal puisse rentrer, mais ait plutôt des difficultés à en sortir. Et la technique, le principe de la pêche de cet engin-là est basé sur l'attraction. Le but, c'est d'attirer les animaux à l'intérieur de ces pièges avec des appâts. Ça en fait une technique non universelle, à savoir que, comme vous pouvez le voir ici, il y a une grande diversité de casiers, parce qu'en fait, ils sont adaptés à chaque espèce qu'on veut cibler, et il en est de même pour les appâts, parce que tous ne mangent pas la même chose et donc ne sont pas tirés par la même chose. Donc, c'est pour ça que vous avez cette grande diversité de casiers-là. Les espèces principalement capturées, vous le savez tous, en particulier, c'est les crustacés, tout ce qui est tourteaux, homards, langoustes. Ça permet également de pêcher des céphalopodes tels que les seiches et enfin des gastéropodes, avec notamment la pêche au bulot qui est assez importante pour la pêche française en termes de volume. Donc ces casiers, qu'on appelle aussi un engin de pêche dormant. Qu'est-ce que c'est qu'un engin de pêche dormant? En fait, ça représente une technique de pêche qui utilise un engin qui est immobile, par opposition aux engins de pêche et à l'art traînant, qui sont des engins de pêche qui sont tractés par le bateau, tels que le chalut par exemple.
Donc, le casier, lui, c'est un engin de pêche, un art dormant. Une fois qu'on a préparé l'appât et qu'on l'a mis dans les différents casiers, ils sont déposés à l'eau. Ils ne sont pas déposés à l'eau de manière individuelle, ils sont déposés à l'eau par filière. Et donc, une filière, c'est un enchaînement de casiers qui sont reliés les uns aux autres et lestés pour bien reposer sur le fond. C'est une pêche qui se pratique généralement proche des côtes et à des profondeurs relativement faibles. Donc, une fois que la filière est mise à l'eau, les pêcheurs les laissent un certain temps jusqu'à venir les ressortir de l'eau. Le bateau qui est utilisé pour cette pêche-là en particulier s'appelle un caseilleur. Le caseilleur, la spécificité de ce navire-là, comparé aux autres navires qui pratiquent d'autres techniques de pêche, c'est qu'il a besoin d'une grande capacité de stockage. Une grande capacité de stockage pour mettre tout simplement les casiers à bord avant de les mettre à l'eau. Sur les petites unités telles que vous pouvez la voir en bas à droite de l'image, on voit sous le toit, en fait, c'est toute la partie stockage et travail de l'équipage pour stocker les casiers avant de les mettre à l'eau. Sur les unités un peu plus grandes, les navires possèdent directement un vivier à bord pour transférer la capture directement dans ces viviers avant, après, de redébarquer ça à terre. La façon dont cette pêche est pratiquée par les professionnels, c'est assez simple. Ils mettent la filière à l'eau, donc comme on l'a dit, ce qu'on appelle une opération de filage de cette filière. Donc, le court extrait vidéo là illustre bien ce qui se passe. Donc, on voit là le matelot qui va laisser les casiers un par un tomber à l'eau. Ils sont tous reliés les uns aux autres jusqu'à ce que toute la filière soit mise à l'eau et balisée par 2 bouées afin de délimiter où se trouvent tous ces casiers. Ensuite, à cette séparation de filage, on va laisser les casiers un certain temps à l'eau pour faire en sorte que l'appât fonctionne et attire les dites espèces qui sont voulues par les pêcheurs. Et suite à ça, va se passer l'opération de relevage des casiers, si je puis dire. On va les remonter de l'eau et cette opération, on appelle ça une opération de virage des casiers. Donc le virage, à l'époque, il est effectué à la force des bras. Maintenant, les professionnels utilisent des machines pour les aider à remonter les casiers, mais ça reste quand même, il reste encore pas mal de travail à faire avec les bras. Et comme on peut voir après sur cet extrait-là, on voit les pêcheurs qui, dans un premier temps, effectuent le tri, parce que c'est un des avantages de cette pêche au casier, c'est que ce qui remonte est vivant et c'est assez sélectif, parce qu'en fonction de la forme du casier et des appâts, toutes les espèces ne viennent pas dans le casier. Donc, ils peuvent choisir ce qu'ils gardent. Ce qu'ils ne veulent pas garder, ils peuvent le rejeter vivant à l'eau. Et là, sur l'extrait qu'on vient de voir, on voit les marins qui mesurent, là en l'occurrence des homards, parce qu'en fonction de la réglementation en vigueur, pour le homard, il y a une taille minimale de commercialisation, donc ils mesurent, et si c'est la taille requise, ils peuvent les conserver, sinon ils sont rejetés vivants à l'eau. Et en même temps, en parallèle, on voyait sur l'extrait l'autre matelot qui, pendant que le premier trie et choisit ce qui est gardé de ne pas garder, remet directement l'appât dans le casier pour pouvoir préparer la filière à être filée directement. Donc les avantages, on l'a dit, c'est que de cette technique de pêche, c'est que le casier est sélectif. En tout cas, après, les matelots peuvent sélectionner les individus désirés et en sous-taille, les non désirés en sous-taille peuvent être rejetés directement vivants. C'est assez respectueux des habitats parce que ça a peu d'impact sur le fond marin, ça repose simplement de manière immobile sur le fond marin et les produits sont de bonne qualité vu qu'ils sont vivants. Et l'inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas forcément universel et que c'est adapté à certaines espèces. Donc la diversité des captures n'est pas aussi importante, par exemple, que d'autres techniques de pêche, telles que le chalut, qui permet vraiment d'avoir une diversité sur nos étals d'espèces à la vente. Donc pour les espèces, sans grande surprise, les principales espèces sont les gastéropodes et les crustacés. En volume, les gastéropodes, pour la simple et bonne raison que c'est le bulot qui l'emporte en termes de volume sur les pêches au casier. Suite à ça, ce sont les crustacés avec les homards, les tourteaux et les langoustes. Et enfin, un petit peu de poissons à certains moments. Pour la flotte de caseilleurs française, comme vous pouvez le voir là, ça représente à peu près 500 navires, soit 11% de la flotte métropolitaine. Donc ça fait tout de même 500 entreprises de pêche qui travaillent et qui sur cette filière caseilleur, si je peux l'appeler comme ça.
Et ça représente 5%, la totalité des débarquements des casiers français représente 5% des débarquements totaux français pour 7% en valeur. Donc, ça reste une technique de pêche relativement importante pour la profession française que cette technique, que la pêche au casier. Maintenant qu'on a fait rapidement le tour, c'était une introduction assez brève parce que le casier, la plupart d'entre vous le connaissent. Je vous propose qu'on passe directement au projet, en commençant avec le projet Recru, qui est un projet donc porté par l'Ifremer et qui va nous être présenté par Martial Laurence, projet qui a un nombre de partenaires assez incroyable, mais en fait, c'est la quasi-totalité des comités du national au départemental en passant par le régional de la façade atlantique qui sont partenaires de ce projet pour étudier la ressource en crustacés, avec également le parc marin d'Iroise, la station biologique de Roscoff, l'ENSTA Bretagne et le SMEL. Donc, Martial, je te propose rapidement quelques mots de nous présenter un peu le projet Recru, quelle était sa grande problématique et comment vous en êtes arrivé à monter ce genre de projet, autour de quels grands objectifs? Alors, bonjour à tous. En fait, le programme est né de l'observation suivante, ou plutôt du constat suivant, c'était que pour ces espèces-là, on avait des données provenant de l'activité des bateaux de pêche qui étaient plutôt cohérentes, en fait. Donc, on avait des tendances à long terme qui étaient assez intéressantes. Par contre, on manquait cruellement d'informations sur le recrutement et donc essayer d'avoir une information avant que ces individus rentrent dans la pêcherie et atteignent la taille commerciale. L'idée étant d'essayer de développer des indices qui permettent d'avoir un petit peu un regard sur ce qui va se passer dans le futur. On va prendre tout simplement un homard, si on arrive à savoir l'abondance ou avoir un indice d'abondance 2 ou 3 ans avant qu'ils arrivent dans la pêcherie, on va pouvoir avoir une façon de gérer qui va évoluer. Si on voit qu'on a des tendances à la diminution du recrutement ou à l'inverse à la hausse, on va pouvoir gérer en fait la gestion. C'était vraiment cette idée-là au début, sachant le poids économique, comme vous le rappelez, de ces espèces-là dans la pêcherie française. Et clairement, le premier objectif, c'était d'abord de travailler sur la langouste rouge et le homard. Et on va dire, suite au premier projet qu'on avait discuté et l'échange justement avec les personnes de FFP et d'autres pêcheurs, ils se sont dit il vaut mieux élargir au tourteau et à l'araignée. Donc, le constat était aussi que dans d'autres pêcheries, des pêcheries qui sont économiquement très très importantes, comme dans d'autres pays, que ce soit en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou au Canada, ce suivi du recrutement, c'est un élément vraiment important dans la gestion des pêcheries. Voilà vraiment la partie initiale de ce projet-là. Tu peux peut-être continuer au niveau Oui, d'accord. Mais donc, juste pour qu'on soit tous, qu'on parle tous à peu près le même langage, Ouais. le recrutement, c'est la partie pêchable. En tout cas, c'est la partie des jeunes qui arrivent dans la partie du stock, si je puis dire, que les pêcheurs vont avoir la possibilité de pêcher. C'est ça? Ouais, alors effectivement, il y a deux types de recrutement. Il y a soit effectivement la première taille commerciale, en fait. Là, nous, on est plutôt sur des tailles avant la taille commerciale. Donc, c'est, on va dire, vraiment ce que l'on peut commencer à voir sur le fond, en fait. Donc, selon les espèces, ça va être le homard, ça va être des homards à partir de 3 ans, des langoustes 2 ans, des tourteaux plutôt 1 an. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir un indice avant que ces animaux, enfin ces individus rentrent dans la pêcherie, en fait. D'accord. Donc, c'est le grand objectif, avoir des indices sur tous ces animaux et mettre en place ces protocoles. Mais qu'est-ce qu'il faut… Enfin, il y a une information préalable certainement à avoir sur ces animaux et sur ces espèces pour mettre en place des protocoles qui sont efficaces, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, en parallèle, faire ça, c'est aussi apprendre sur l'écologie de ces espèces-là. Clairement, je vais vous donner deux exemples qui sont assez parlants, en fait. Pour ce qui est de la langouste ou du tourteau, c'est plutôt assez facile de trouver des jeunes individus. La langouste, c'est plutôt en plongée. À partir de 2 ans, on est capable de les trouver, peut-être parfois 1 an. Et pour les tourteaux, sur l'estran ou sur la pêche au casier, à partir de 1 an ou 2 ans, on arrive à vraiment les identifier. L'objectif étant de développer dans le cadre de recrues des protocoles qui permettent de faire un réel suivi qui soit robuste et à long terme.
Dans le cadre du homard, le homard, il a une activité beaucoup plus cryptique et donc trouver des homards de moins de 3 ans, c'est extrêmement difficile et c'est tout l'enjeu là du programme, c'est d'essayer d'aller suivre des homards qui ont plutôt 2 ans, voire moins en fait, en s'appuyant sur des choses qui sont développées à l'étranger comme au Canada qui eux ont un homard avec un comportement un peu différent du nôtre, mais où ils arrivent à faire des suivis de homards qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc nous, on s'efforce de développer ce type d'approche et clairement, si on reprend le cas du Canada et pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une grosse pêcherie. Ils arrivent dans plusieurs endroits, dans plusieurs zones de gestion, à avoir un indice on va dire de la quantité ou de homards qui ont 2 ans, sachant que eux, ces homards-là vont rentrer dans la pêcherie qu'à 6, 7 ans. Donc ils ont une information très en avant de la manière dont leur stock va évoluer à 5 ou 6 ans. Donc c'est très, très intéressant en termes de base de stabilité de la gestion, c'est-à-dire que si les pêcheurs ont cette information-là, ils sont plutôt rassurés sur le futur et s'il y a des situations un peu particulières, ils vont pouvoir, en avance prendre des mesures. C'est vraiment ça l'objectif de ce projet-là, pour les 4 espèces d'intérêt qu'on vous a citées, en fait. Autre particularité de nos espèces et particulièrement de la langouste, c'est pour ça qu'on a un petit point plus particulier, c'est sur la phase larvaire. Le schéma qui vous est montré là, on a des phases larvaires qui sont de quelques semaines pour le tourteau, le homard et l'araignée, mais plutôt de quelques mois pour la langouste et avec, un questionnement assez important sur l'importance justement de la dérive de ces larves, pour la colonisation de nouvelles zones. Donc on a développé un matériel spécifique pour faire un suivi de larves de langouste et qui commence à fonctionner. Voilà, c'est cette slide qui est importante. Avec d'abord un travail à l'échelle de la Manche, qui est fait à travers d'une campagne scientifique en fait. Et ensuite, au niveau d'une zone plus côtière, tu peux passer l'autre slide si tu veux. Au niveau d'une zone plus côtière, on a aussi des suivis en baie de Morlaix et puis dans le parc Maras, c'est les 2 grosses zones où on a de la langouste. Mais parallèlement, cette approche-là nous permet aussi de travailler sur les larves des autres crustacés, en fait, hein. On commence à avoir des bonnes informations sur le homard, sur le tourteau et sur l'araignée. Donc, d'un objectif spécifique d'une espèce, on arrive à avoir un regard beaucoup plus large. Ce que je peux vous dire clairement, c'est que la méthodologie adoptée actuellement commence à produire des résultats et qu'on va pouvoir réellement à la fois valoriser et transmettre aux acteurs en fait. Donc là, parce que là, sur les 2 grandes actions, en fait, tu étudies la partie un peu initiale du cycle de vie de ces Ouais, tout à fait. animaux. Qu'en est-il des larves? Combien il y en a et où sont-elles, en fait, ce qui était initialement ici. Et une fois qu'elles sont larves et qu'elles vont se poser sur le fond, l'étude des jeunes individus avec les collecteurs. Voilà, Et donc ça, c'est vos deux grandes actions pour c'est essayer les 2 grandes actions. Ouais. d'intuiter après par la suite les indices et savoir à peu près et avoir la sacro-sainte réponse combien il y a de tourteaux sous l'eau. Mais Voilà, on est clairement sur ces 2 étapes. Et des étapes qu'on ne maîtrisait pas avant le début du projet. On avait beaucoup de questions, donc on a mis en place trois types d'opérations. La première opération, c'est celle que vous voyez là, c'est poser des collecteurs au fond. L'objectif, ces collecteurs sont passifs et les larves tombent, à un moment, elles se fixent sur le fond. Donc là, on a des surfaces d'échantillonnage qui permettent de faire un suivi des larves sur le fond. On a un deuxième type de collecteur euh, qui lui crée plutôt un habitat sur lequel les langoustes vont pouvoir se fixer. C'est la photo que vous avez en haut à droite en fait. Et les 2 images en bas, c'est une fois que ces collecteurs-là, alors les collecteurs qui sont posés sur le fond, qui sont relevés, il faut les trier pour retrouver les individus qui nous intéressent, les espèces qui nous intéressent. Donc là, vous voyez le cas d'un homard qui a été retrouvé. La réalité, c'est que pour l'instant, ces collecteurs-là sont plutôt très efficients sur le tourteau. Un peu moins sur le homard, on n'en a pas beaucoup trouvé, clairement. Mais sur le tourteau, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et là, l'intérêt ce que je peux annoncer sur cette espèce-là, et puis sur la discussion qu'on a eue avant le projet, c'était notamment de dire il faut inclure le tourteau pour plein de raisons. Et c'est vrai on l'a listé comme espèce intéressante. Et il se trouve que dans ces collecteurs-là, on le trouve et on le trouve à partir de 1 an, des tourteaux qui ont moins de 10 mm de largeur de carapace. En fait. Donc ça, c'est la première action avec des collecteurs. Deuxième action, tu peux passer en fait. Alors là, c'est un exemple
comment un collecteur est sur le fond, en fait. Hein. Donc, il est posé avec des cailloux dedans qui permettent de créer un habitat. Et donc, les larves, elles tombent de manière passive à l'intérieur, elles sont piégées. Alors, les collecteurs ne restent que 3-4 mois à l'eau et au bout d'un certain temps, ils sont sortis de l'eau. Et le point important de toutes ces opérations-là, et c'est pour ça que Alexandre mentionnait le nombre de partenaires, on travaille avec les pêcheurs en lien avec le comité local. Donc, tous les endroits où on a posé des collecteurs, ce sont des pêcheurs qui les posent et ce sont des pêcheurs qui les relèvent. L'idée étant, ben, si on arrive à valider des protocoles, ben, de continuer ces opérations par la suite et que toute la partie terrain soit assurée par les comités pour réaliser ce suivi. On peut passer si tu veux. Et donc sur cette collecte, en fait, là on en est sur des grandes actions. Vous en êtes déjà au premier résultat. Vous avez quand même Ouais, des informations et ça commence à devenir assez intéressant voilà, en termes de rodage des protocoles et des premiers points sur cette ressource. tout à fait. En termes de rodage, c'est clair que c'est une organisation à mettre en place et qui est très bien effectuée avec une personne centrale qui fait le lien avec toutes les structures. Et clairement, en termes de connaissances, ben là, c'est l'exemple du tourteau, c'est le nombre en ordonnée, c'est le nombre de captures et en abscisse, les tailles. Clairement, on voit qu'on va pouvoir, sur certaines zones, travailler sur le recrutement des première ou deuxième année des tourteaux. Et c'est clairement un réel objectif là, de mettre l'accent sur cette espèce-là au vu de la dynamique actuelle du stock qui est plutôt délicate en fait. Et là, en ayant travaillé dans plusieurs sites, ça nous permet de voir quel site semble être le plus pertinent. Et là, clairement, ce qui ressort de tout le travail que l'on fait sur la façade, c'est dans les Côtes d'Armor, on a identifié une zone qui était plutôt très bonne pour faire ce type de suivi, et dans le Cotentin, dans le nord du Cotentin. Ça veut dire que quand tu appelles ça très positif sur ces zones-là, ça veut dire qu'il y a du tourteau et que, Ouais, la catégorie des espèces que vous allez pouvoir capturer se fait du petit jusqu'au gros, si je caricature, et ouais. que donc ça signifie que la population est là et se porte, entre guillemets, à cet endroit-là, arrive à se développer en tout cas. C'est Tout à ça? fait. Ça veut aussi dire que dans cet endroit-là, mettre un effort de suivi qui sera peut-être plus conséquent en nombre de collecteurs développés sera pertinent parce qu'on a vu que dans ces endroits-là, il y avait du tourteau qui recrutait. Et donc, l'idée, c'est qu'en validant cette zone-là et puis en mettant un suivi sur plusieurs années, on va vraiment pouvoir suivre la dynamique et la tendance de cette espèce-là en termes de recrutement. Et ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment ça l'objectif du projet, en fait. Et dans des situations actuelles avec des conditions d'environnement qui sont très variables, c'est vraiment ça l'objectif. On a exactement la même chose sur le homard, mais en changeant d'engin, en utilisant des petits casiers qui sont des casiers à langoustine, en fait, petite goulotte, petit maillage. Et là, c'est exactement pareil par rapport à des casiers classiques. On arrive à voir une classe d'âge qu'on ne voit pas dans des casiers classiques avec les pêcheurs. Et notamment, on arrive je pense correctement suivre, et pareil, à partir de 2 sites qui ressortent vraiment du lot, des homards qui ont 3 ans. Sachant que les homards rentrent dans la pêcherie, ils sont pêchables à partir de 5 ou 6 ans. Ça voudrait dire que sur le homard, on peut développer aussi un indice, on va dire, 2 ans ou 3 ans avant que ceci arrive dans la pêcherie. Donc on aurait un indice en avance de ce qu'il va y avoir dans le futur. Donc là, pareil, c'est sur la même dynamique que le tourteau, mais avec un effet un petit peu engin qui est différent. Et enfin, sur les langoustes, là, comme exemple, c'est plutôt sur des connaissances sur le cycle larvaire, en fait. Et là, alors pour tout vous dire, avant le début du projet Recru, il y avait que 3 larves qui avaient été observées dans le milieu sur les 40 dernières années. La mise en place du projet et puis l'utilisation d'un engin spécifique fait que, depuis cette année, l'année dernière avec la situation Covid, on a commencé un peu trop tard malheureusement. Mais en tout cas, cette année, voilà, à partir de fin mars, on commence à en observer. Et là, c'est exactement pareil, en fait. Hein. Sur plusieurs sites, on va pouvoir faire un suivi larvaire, sachant que selon les stades, on va pouvoir avoir un indice avant le recrutement sur le fond. Et pareil, on va réussir à développer un indice langouste à partir de cette technique-là, en fait. Avec derrière une connaissance en écologie de cette espèce-là qui va fortement augmenter. Et ça, c'est plutôt très, très bien pour la gestion. D'accord. Donc en fait, là, globalement, sur tous nos grands crustacés, ou en tout cas sur les 3 qu'on vient de voir, vous êtes à même de déterminer les bonnes zones à suivre, à Ouais. savoir que c'est là où il y en a et que ça semble prospérer.
Tout à fait. Bonne zone à suivre dit suivi, et qui dit suivi dit une gestion de plus en plus adaptée pour permettre après à la filière, là en l'occurrence crustacés, de travailler de manière pérenne là-dessus. Tout à fait. Non, non, voilà, je pense que tu as vraiment résumé les objectifs principaux de ce programme-là, avec, pour ce faire, et c'est pour ça qu'on a réussi on commence à voir les zones intéressantes, mais parce on a fait un travail très large avec plein de structures le long du littoral, en fait, hein. Et c'est aussi ce travail collaboratif qui nous amène à pouvoir faire des choix de zones qui sont plus intéressantes que d'autres, selon les espèces que l'on veut suivre, en fait. Et donc maintenant, vous en êtes à ces déterminations de zone, et pour la suite, ça va être de perdurer le recrue avec les structures professionnelles, je suppose? Tout à fait, tout à fait. L'avantage, on va dire que le projet a permis, de faire quand même un investissement en matériel, en fait, notamment les collecteurs, les casiers, tout ça. On a, au travers de ce projet-là, je dirais, formé des pêcheurs, ou montré l'intérêt à des structures et avec les pêcheurs de mettre en place ce type de suivi. Et vraiment, l'idée, c'est de réussir à complètement pérenniser, en fait, de manière très spécifique, ces suivis-là. Et je pense que c'est l'objectif que l'on voulait atteindre, c'est l'objectif qu'on arrivera à atteindre, et ça, c'est parce que l'ensemble des personnes est vraiment bien impliqué dans le programme, en fait. Ok, merci beaucoup pour cette séquence, Martial, qui a Merci permis à de nous vous. montrer que collaboration scientifique-pêcheur nous permet d'acquérir suffisamment d'informations pour une gestion toujours plus durable, et pour faire en Complètement. sorte qu'on continue à avoir de ces crustacés sur nos étals encore longtemps. C'est tout à fait Euh, ça. Dans un même registre, à quelque chose près, maintenant, on va passer au projet PicSnack, qui permet de travailler sur les grandes informations clés à connaître, ou en tout cas, s'il se pose les questions des grandes informations clés à connaître sur une espèce, en l'occurrence la noisette de mer, pour la gérer durablement. Donc, c'est un projet qui est porté par le CEPRALMAR en partenariat avec l'OP du Sud, l'Université de Montpellier et les deux bureaux d'études P2A et EI Group, financé par le FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et cofinancé par France Filière Pêche sur la mesure 28 du FEAMP, partenariat scientifique pêcheur. Et c'est Jean-François Ollet qui va nous présenter ce projet. Donc, Jean-François, es-tu là? Oui, tout à Oui, fait. je suis Oui, là. bonjour Jean-François. Je t'écoutais sagement. Même question d'introduction pour toi. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce projet et comment vous en êtes arrivé à construire un tel projet au regard de cette espèce en particulier? Alors, la particularité un peu peut-être de ce projet, c'est quelque chose qui n'est pas très commun aujourd'hui sur les pêcheries, c'est que c'est une nouvelle pêcherie chez nous. C'est-à-dire qu'avant 2011, donc la noisette de mer, ou nage changeante, hein, donc c'est le petit escargot que vous avez en photo, n'était pas connu, ou en tout cas pas exploité sur le golfe du Lion, pardon, en Méditerranée française. C'est exploité depuis très longtemps en Adriatique, en Italie, mais pas présent, on va dire, ou pas connu sur le territoire français. Et en 2011, une exploitation a commencé à se faire sur les ports entre Graux-du-Roi et Agde, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passe en Méditerranée. Et voilà, l'activité a démarré, a plutôt bien marché, avec une rentabilité qui est très présente pour les petits métiers qui pratiquent ce métier. Et assez rapidement, en fait, la question, ça a été comment on arrive à gérer cette ressource dans la durée, à la fois en termes de ressources et également en termes de marché, d'approvisionnement, enfin, voilà, comment on arrive à s'organiser, sachant qu'on part finalement d'un stock vierge où au départ, on ne connaît rien du tout sur l'espèce, quoi, très clairement. D'accord. Ouais. Bon, ne se cachons pas quand même, je pense qu'il n'y a pas grand monde là parmi nous qui connaît la noisette de mer. Donc effectivement, c'est ce petit coquillage qu'on voyait, mais ça se pêche comment? Donc forcément, si c'est dans la thématique casier, tu vas nous répondre que ça se pêche au casier, mais plus particulièrement, comment travaillent les pros pour pêcher cette espèce? Ouais, alors, en Méditerranée, on va appeler ça pagnounas, mais bon, effectivement, c'est comme un casier, hein. Vous le voyez sur les photos, hein, donc côté français, on n'a rien inventé, on est reparti de l'engin de pêche qui est utilisé en Italie. Donc en gros, c'est un petit panier qui est rond avec un appât qui est soit placé, dont on le voit sur la photo en haut à gauche, avec un petit filet qui permet de mettre du poisson pour appâter.
soit placés à l'intérieur, soit juste en dessous du panier. Ça varie d'un professionnel à l'autre. Et comme tu l'as montré au départ, bon, c'est des filières qui sont mises à l'eau d'une quarantaine de paniers pour 24 à 48 heures, avec une relève du coup qui s'effectue par les professionnels sur leur secteur. Et donc le petit coquillage grimpe le long du panier, tombe dedans pour aller manger les appâts et se retrouve piégé tout simplement. Ok, donc le grand enjeu de ce projet, comme tu le disais, c'est que c'est une exploitation très récente. Et la question, c'est comment mettre en place cette gestion durable alors que, et de un, on connaît peu ou quasiment rien sur la noisette et qu'on n'a pas non plus un recul suffisant sur l'exploitation de cette espèce pour savoir comment la pêcher, à quel niveau, et ces choses-là. Et donc, c'est vraiment la grande question un peu générale que se pose le projet, c'est qu'est-ce qu'il nous faut comme prérequis pour gérer tout ça durablement. Donc, je suppose que vous êtes tous assis autour de la table et posé des questions sur que faut-il faire et que faut-il mettre en place, c'est ça? Oui, bah, exactement. Alors après, le projet là qui est présenté, c'est pas le premier projet finalement sur lequel on a commencé à travailler, hein. Donc, ce que je disais, donc la pêcherie, elle a commencé en 2011. Dès 2015, avec l'OP du Sud, donc, qui regroupe la plupart des adhérents qui exploitent ce coquillage, bah, cette question, c'est formidable. Finalement, on a une nouvelle pêcherie qui se met en place, qui est techniquement pas très compliquée, et qui peut quand même rapporter un peu d'argent pour les professionnels. Donc c'est super. Mais en même temps, il y a eu d'autres exemples de coquillages qui ont été exploités par le passé, notamment par ces mêmes professionnels ou sur les mêmes secteurs. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, on a quelque chose qui marche bien. Et si on mettons en place des choses qui fonctionnent dès le début pour garantir un peu des prix, pour éviter que ça s'effondre si on pêche trop, et garantir de la durabilité. Donc, on a commencé à aborder les choses avec eux. Donc en 2015-2016, on a été regarder déjà ce qui se passait en Italie, où on a vu que ça commençait à être un peu la catastrophe avec des problèmes de taille chez eux, pas mal de mesures de gestion qui ont été mises en place, mais pas forcément avec une grande efficacité. Parallèlement, on a commencé aussi à aborder les problématiques de marché, parce qu'effectivement, c'est un coquillage qui n'est pas du tout consommé en France. Donc, on a un peu la variable d'ajustement aujourd'hui du marché italien ou espagnol. C'est comme ça notamment que le nom noisette de mer, par exemple, est né, hein. Donc, on a un peu des réflexions. Est-ce qu'on peut transformer, conditionner, mieux valoriser ce produit? Et après, on a commencé à vouloir rentrer dans le dur à la demande des professionnels en disant, bon, ben voilà, est-ce qu'il faut qu'on mette une taille minimale? Est-ce qu'il faut qu'on ferme des zones? Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête de pêcher à certains moments? Et le problème, c'est qu'en gros, hormis l'intérêt de chacun par rapport à son activité, finalement, on n'avait aucun élément objectif qui permettait de quantifier si tel ou tel aspect pouvait avoir un effet ou un impact sur une bonne gestion. Donc, on partait vraiment de zéro. Et donc, l'idée du projet, ça a été de l'imaginer, donc une collaboration entre des pêcheurs et une communauté scientifique pour essayer d'acquérir un maximum d'informations sur la biologie et l'écologie de cette petite bête. Du coup, et une fois que ces résultats sont recueillis, de commencer à travailler avec les professionnels sur des notions de sélectivité, de calendrier de pêche ou de mode de gestion, on va dire, qui est des fois adapté à leur exploitation et en même temps qui permettent une durabilité de la ressource. C'est vraiment comme ça qu'est né le projet. Une demande des professionnels au départ et un partenariat qui se crée pour travailler dessus. Donc après, bah, tu peux Donc, le voir un sur la lancement diapo suivante. de Voilà. plein de chantiers en parallèle, je suppose, pour essayer de savoir un petit peu, un peu mieux qui est cette noisette. Et vous avez lancé un grand nombre d'études pour pouvoir mieux la connaître. Oui, bah c'est exactement ça, hein. Donc, on s'est déjà intéressé aux deux principaux paramètres quand on veut travailler un peu à la gestion et l'exploitation d'une ressource, que sont la croissance et la reproduction. C'est quand même déjà les deux premières informations de base. Donc, notamment sur la reproduction. Alors déjà, peut-être une illustration pour parce qu'on n'a pas parlé de la taille, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, la noisette de mer, globalement, ça fait la taille d'un bigorneau, si on veut comparer ça avec un autre coquillage. Et donc, la première question qu'on s'est posée sur la reproduction, on avait très peu d'informations. Il y avait juste quelques papiers qui évoquaient le fait que potentiellement il y avait un changement de sexe sur cette bête, mais pas plus que ça. Donc on a commencé à, j'allais dire, aller regarder de près, regarder tout ce qui était en histologie au fil du temps, ce qu'on observait. Et déjà, le projet a permis de démontrer qu'en fait, il n'y avait pas de changement de sexe, mais qu'on était bien sur une espèce à sexe séparé. Par contre, avec un dimorphisme de croissance qui fait que les femelles grossissent plus que les mâles, qui restent plus petits. Et là, on continue d'aller un peu plus loin. C'est du coup, une femelle, par contre, ça fait combien d'œufs, ça fait combien de larves? Et notamment, par exemple, la photo que vous avez en haut à droite, c'est une capsule qui a été pondue par une femelle, à l'intérieur desquelles vous pouvez voir les différents œufs
En moyenne, il y a une douzaine d'œufs par capsule qui est produit. Donc ça, c'était tout un volet. Il y avait un gros volet en partenariat avec les professionnels où pendant 2 ans, chaque mois, sur 3 secteurs de pêche, ils ont été récoltés des échantillons avec des paniers modifiés, donc à petite maille pour essayer de couvrir l'ensemble des cohortes présentes, avec derrière l'idée de travailler un peu sur la croissance. Parce qu'effectivement, si ce coquillage pousse vite, enfin grandit vite ou grandit lentement, ça peut fortement influencer derrière les exploitations et les modèles d'exploitation qu'on peut y mettre. Donc ça, c'est des projets en cours où a priori, alors c'est pas encore complètement finalisé, mais ça semblerait que ça pousse pas si vite que ça. Donc ça interpelle aussi sur du coup le risque de surexploitation à un moment du stock. Donc ça, c'était quand même les 2 principaux axes de travail sur lesquels on a travaillé côté biologie. Mais parallèlement, quitte à essayer d'en connaître un peu plus sur l'espèce, on a commencé aussi à regarder d'un point de vue régime alimentaire qu'est-ce que consomment ces coquillages et à quel stade. Donc il y a des individus qui ont été récupérés avec des analyses isotopiques pour un peu identifier leur place dans la chaîne trophique. Et on a également, parce qu'on a la chance d'avoir un coquillage qui tient relativement bien en bassin, de commencer à regarder un peu son comportement, est-ce qu'il s'enfouit ou non par rapport aux températures, par rapport à pas mal de critères, à quelle distance il peut détecter des proies, quelle capacité de déplacement il peut avoir. Enfin, voilà. Quitte à travailler sur cette espèce, on essaye d'en acquérir le maximum d'informations possibles. Donc voilà, c'est plein de petits projets parallèles, et c'est pour ça que dans le projet, outre les bureaux d'études, on a une communauté scientifique assez large qui intervient en fonction des compétences de chacun. Voilà. Donc ouais, pas mal de travail en labo, pas mal presque de comportement et d'études du comportement de ces bestioles, si je puis me permettre de les appeler comme ça. Oui, oui. Et donc là, c'est une illustration un petit peu des travaux qui se passent en laboratoire pour essayer d'en apprendre un peu plus. Oui, c'est ça. Vu qu'on a réussi finalement à bien avoir les pontes, en fait, on a même réussi à conserver des larves ou des préjuvéniles. Là, c'est ce que vous avez en vidéo, pardon, où on se rend compte de quelle taille ça fait à la naissance, et du coup, avec quelle rapidité ça commence à grossir sur les premiers stades et comment ça s'alimente, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment un mélange de travail de modélisation, de travail de laboratoire en bassin, de coupe histologique. Ça regroupe tout un panel finalement de sciences variées, et ce qui enrichit derrière les discussions et les éléments, parce qu'on compare finalement évidemment les résultats qu'on observe en bassin avec la perception que pouvaient en avoir les professionnels sur le terrain. Est-ce que les œufs, par exemple, qu'on trouve en bassin correspondent aux dates sur lesquelles on trouve des œufs en mer relevés par les professionnels? Est-ce que la façon dont ils pêchent par rapport au comportement qu'on observe, est-ce qu'on arrive à l'expliquer ou pas finalement? Voilà. C'est un peu ce jeu d'aller-retour et de confrontation qui permet d'affiner les choses et d'aller plus loin. Et donc là, vous avez recueilli la plus grosse partie des informations nécessaires sur la connaissance de cette espèce, si on peut dire, et toutes les informations clés pour commencer les discussions entre les biologistes en fait et les professionnels sur quelle suite à donner et quelle gestion mettre en place. Oui, c'est exactement ça. Donc, ce que je vous disais, la partie croissance, il y a encore des petites choses qui doivent être affinées, mais on va dire que dans les grandes lignes, on les a. Donc, on commence des ateliers avec les professionnels, où du coup, c'est un peu eux qui sont en manette aujourd'hui. On leur apporte les éléments qu'on connaît, et eux se posent la question de est-ce qu'on met en place des licences, par exemple, pour encadrer l'effort? Est-ce qu'on se donne une période de fermeture? Si oui, quel intérêt ça peut avoir par rapport à la période de reproduction, par exemple? Mais en même temps, on essaye d'intégrer les notions de marché, parce qu'on peut très bien tout fermer à un moment en disant c'est formidable pour assurer une durabilité d'exploitation, mais ça crée aussi des distorsions par rapport au marché et d'autres problématiques. Donc c'est un peu tout ça qui est posé sur la table aujourd'hui. On s'inspire aussi fortement du coup de ce qui se fait sur le bulot à Granville. Le bulot, c'est un coquillage qui est plus gros, mais qui par certains côtés se rapproche finalement du coquillage sur lequel on travaille. Et c'est une espèce, une pêcherie qui est aujourd'hui fortement encadrée par la profession eux-mêmes. Ils ont démarré dans le milieu des années 80 avec tout un tas de choses qui petit à petit se sont mis en place avec des encadrements qui évoluent au fil du temps à travers des commissions, des comités régionaux, que ce soit de Normandie ou de Bretagne. Donc voilà, on a un peu regardé comment eux ils travaillaient, et on en est, j'ai envie de dire, au début de l'histoire. On reprend un peu le chemin de ceux qui travaillent sur le bulot en essayant d'aller un peu plus vite parce qu'on bénéficie de leur expérience. Ok, merci beaucoup Jean-François pour ce tour d'horizon du projet PICNAC
qui, comme le projet Recru, nous montre que la recherche, ou si on appelle un peu autrement juste l'inquisition d'informations sur ces espèces-là, est vraiment une étape clé pour après permettre aux professionnels de mettre en place une gestion durable qui sera par la suite, qui permettra comme résultat de mettre en place et d'avoir une filière pérenne pour ces professionnels qui travaillent sur ces espèces et continuer à avoir toujours de ces espèces sur nos étals en tant que consommateurs. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer à notre dernier projet, le projet Bedfish, un projet qui va nous montrer qu'on peut pêcher autre chose au casier ou à la nasse que des crustacés, des bulots et des nasses. Donc le projet Bedfish est un projet qui est porté par l'IFREMER, en partenariat avec l'IRDL et le comité départemental du Finistère, comité départemental des pêches, des élevages marins du Finistère. C'est un projet financé par le FEAMP, sur la mesure 39 du FEAMP. Donc, c'est la mesure qui a trait à l'innovation pour la conservation des ressources biologiques de la mer. Projet qui nous sera présenté par Sonia Méo. Bonjour. Sonia. Bonjour Sonia. J'ai du mal encore avec ces flèches, dis donc. Ça va être la même question introductive pour tout le monde, pas de grande surprise. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce projet Bedfish, sa problématique et pourquoi vous en êtes arrivé à monter ce type de projet? Oui, alors ici à l'IFREMER à Lorient, on a un laboratoire qui est spécialisé en technologie halieutique. Et ça fait plusieurs années, même une bonne décennie, que l'équipe s'intéresse aux nasses à poissons. D'abord parce que dans le réseau international des halieutes, eh bien, on sait que quelques pays comme la Norvège, par exemple, s'y est intéressé déjà de près et pêchent avec des nasses qu'on appelle les nasses norvégiennes. Alors, pour la question de vocabulaire, on peut peut-être déjà dissocier la différence entre nasse et casier, parce que la nasse à poisson, on lui a donné un nom différent du casier parce qu'elle cible spécifiquement le poisson et on ne recherche en aucun cas le crustacé. Donc, pour bien distinguer les deux types de métiers, on va dire nasse, même si globalement, le fonctionnement est très proche de celui du casier. Donc, voilà, on sait que les Norvégiens, entre autres, ont pêché à la nasse et les Français s'y sont intéressés et voir comment cette technique de pêche pouvait être transposable chez nous. Alors pour ça, eh bien, on a fait des essais avec des pêcheurs professionnels en bassin sur nos bateaux de recherche et en utilisant ce qui était déjà disponible sur étagère. Et dans nos essais, eh bien, la conclusion était assez souvent la même. Ce que nous, on parvenait à capturer en quantité suffisante pour être intéressante, c'était du taco et du congre. Or, ce ne sont pas les espèces qui présentent un intérêt majeur pour la profession. Et donc, petit à petit, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire autre chose que du taco et du congre, sachant que nos voisins norvégiens, par exemple, eux, capturent essentiellement du brome et de la morue. Donc, on a essayé de proposer une nouvelle approche basée sur le comportement du poisson, qui est le projet Baitfish qui a démarré en 2018. Et donc, on s'est dit, on va partir d'une page blanche, pas seulement tester des choses déjà existantes, mais plutôt se dire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut cibler. Et pour ça, on s'est assis autour de la table avec les pêcheurs professionnels et on a essayé de définir un cahier des charges. Et donc, les points de ce cahier des charges, le premier, c'est pas de crustacés, c'est ce que je disais à l'instant. Aujourd'hui, la législation interdit la prise de crustacés dans les nasses à poissons. Donc, il faut trouver le moyen d'exclure le crustacé de l'engin. Le second point, c'est l'impact sur les fonds marins, puisque si on s'engage à développer un nouvel outil, c'est évident que celui-ci doit être de moindre impact. Donc, nous, on s'est mis comme objectif de mesurer cet impact. Il faut, dans le même esprit, que cet engin soit sélectif, donc ne capture pas d'individus qui ne seraient pas commercialisables. Et
Ensuite, l'autre point sur lequel on a dû travailler, c'est la conception et l'ergonomie de l'engin, pour deux raisons. La première, eh bien, il faut que ce soit un engin qui soit facilement manœuvrable à bord par les équipages, mais aussi répondre aux contraintes environnementales qu'on rencontre en particulier dans le golfe de Gascogne. Ce sont des courants assez forts. Donc, il fallait répondre à cette question puisque on a toujours à l'esprit cette nasse norvégienne qu'on a aperçue sur une photo tout à l'heure, qui est une nasse qui se déploie dans le courant à l'aide de flotteurs, mais qui résiste très mal au courant et donc se déforme trop pour rester pêchante. D'accord, donc cahier des charges en poche. Après, la grande question, c'était qu'est-ce qu'on veut pêcher avec ce cahier des charges? Et en fonction de ce qu'est-ce qu'on veut pêcher, comment on fait pour ne pêcher que celui-là et développer vraiment l'engin idéal et adapté à cette espèce, c'est ça? Exactement. Donc, pour répondre à la première question, quelle espèce? Eh bien, pareil, ça a fait l'objet de concertations avec les professionnels intéressés. Alors, ces pêcheurs étaient essentiellement des armateurs de petits bateaux à la pêche côtière. Et donc, le besoin qu'ils ont exprimé, c'est d'utiliser la nasse pour se diversifier entre deux engins à certaines saisons où ils pouvaient envisager de capturer telle ou telle espèce pendant leur trou d'activité ou en complément d'activité. Et donc, après ces discussions, eh bien, il est ressorti que la dorade grise ou le grisé pouvait avoir un intérêt à être ciblé si on développait un nouvel engin. Et donc, dorade grise qui a été sélectionnée. Et la grande question, c'est comment faire pour ne pêcher que cette dorade? Voilà, parce que quand je dis on part d'une page blanche, c'est-à-dire à l'inverse des projets précédents, on ne teste pas un engin directement, mais on se base sur le comportement naturel du poisson. Parce que l'hypothèse sous-jacente, c'est de se dire, eh bien, ce poisson, s'il est capable de venir mordre sur un hameçon, qu'est-ce qui fait qu'il ne viendrait pas dans un piège? Donc, on s'est dit, on va d'abord regarder son comportement naturel autour d'un appât, essayer de comprendre pour petit à petit, étape par étape, concevoir un piège. Et si on n'arrive pas jusqu'au piège, eh bien, identifier les étapes qui bloquent pour pouvoir chercher un petit peu plus de manière approfondie et essayer d'aboutir jusqu'à un engin pêchant. Donc, effectivement, la première étape était de définir un appât. Donc, pour ça, on a enquêté assez largement auprès des pêcheurs plaisanciers, des pêcheurs professionnels qui travaillent essentiellement à la ligne et dans la bibliographie pour commencer à lister tous les appâts potentiels qui pourraient attirer le grisé. Et donc, pour faire ça, on a travaillé en baie de Quiberon. On a simplement mis une caméra face à toute cette liste d'appâts, les uns après les autres, pour déterminer lequel pouvait attirer de manière significative le grisé. Donc, voilà comment ça se présentait. Ça, c'était notre banc expérimental. Donc, il faut imaginer le spectateur à la place de la caméra qui filme l'approche des grisés sur ces différents appâts. Et de ces expérimentations, eh bien, on a conclu que la chair de coque était l'un des appâts, sinon l'appât préféré des grisés. En tout cas, on a la confirmation que cette étape, on peut la franchir. On arrive à attirer et faire consommer le grisé sur la coque. Donc vous avez en somme filmé des heures et des heures de grisés qui mangent un petit peu de tout et vous vous êtes amusé à analyser tout ça pour vraiment définir l'appât idéal pour lui et lever ce verrou qui est-on capable de faire venir le grisé à un point qu'on souhaite, quoi. Exactement. On a plus de 200 heures de vidéos sur tous les appâts, donc c'est énormément de travail. La bonne nouvelle, c'est que peu à peu, la technologie évolue et maintenant, on travaille avec des outils de reconnaissance d'images qui nous disent à quel moment du poisson a pu être détecté, ce qui nous évite de visionner des heures et des heures juste à regarder de l'eau.
D'accord. Ouais, c'est vrai que ça, si ça peut faciliter ce travail au vu du nombre d'heures à visionner, c'est bénéfique. Donc maintenant que vous savez à peu près comment la dorade chasse et quelles sont ses préférences alimentaires, eh ben, il vous faut un petit peu définir le design, si je puis l'appeler comme ça, de l'engin pour le rendre efficace à 100% ou le plus efficace pour la dorade en particulier, au regard aussi du cahier des charges qui nous a été présenté au début. Exactement. Ben, c'est ce qui est illustré sur cette diapositive. Et donc, on a procédé hypothèse après hypothèse et on avançait en les validant. Donc, on a sélectionné la coque comme appât. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'en a plus changé. On sait qu'il marche, donc on n'y touche plus. Ensuite, on a testé l'hypothèse qui consiste à comparer une nasse lestée au fond, comme le serait un casier à crustacés, et une nasse plutôt flottante, hein, qui permet de s'orienter dans le courant. Alors, c'est vrai que pour cette hypothèse-là, on est parti avec un a priori parce que, on veut éviter d'attraper des crustacés. Donc, on sait que si on la décolle en la mettant flottante, eh bien, on va réduire les captures de crustacés. Et deux, on sait aussi que l'appât qui est posé dans un piège va diffuser dans le sens du courant. Et ça, c'est une information qui nous intéresse beaucoup puisqu'elle va vraiment nous guider sur la façon dont on va devoir positionner l'engin et le laisser s'orienter pour être en alignement entre l'approche du poisson et la diffusion de l'appât, et qu'entre les deux, on trouve une entrée idéalement équipée d'un anti-retour. Donc, clairement, on avait une préférence pour la flotter. Mais il fallait quand même qu'on valide qu'on pêchait au moins autant avec cette configuration qu'avec une nasse lestée. On a validé cette étape. Et donc, ce que vous voyez sur le schéma de gauche, c'est seulement une structure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas recouverte de filets. Et ça nous a permis de voir par quel côté le poisson approche l'engin. Ça par rapport à la configuration de l'engin, mais aussi par rapport au courant. Et ce qui nous a permis d'avoir de plus en plus d'informations pour concevoir le piège. L'étape suivante a été de le recouvrir, ce piège, pour que peu à peu, il ressemble à quelque chose de pêchant, puisque jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc, on l'a recouvert et on a testé deux différentes couleurs de filets qui le recouvrent. D'un côté, du filet transparent et d'un côté, un filet noir. Il se trouve qu'on a obtenu de meilleurs résultats avec un filet transparent. Donc, voilà comment on a procédé étape par étape jusqu'à la fermeture complète du piège. Et en parallèle, on a travaillé sur sa conception. Et pour répondre aux critères, pliant à bord pour qu'il occupe peu d'espace, donc ça c'est le côté un peu ergonomique, mais rigide quand il est sous l'eau, afin de pouvoir résister aux forts courants rencontrés par les pêcheurs ici. Et donc, on a mis et on a testé en bassin deux types de montants qui répondaient à ce critère. Donc, ça fait pas mal d'étapes à vérifier à chaque fois. Tout ça, évidemment, en même temps. Alors, mes slides ne veulent pas passer, mais tout ça en même temps, là, l'histoire était belle, mais évidemment, ça consiste à se faire des heures de visionnage pour passer toutes ces hypothèses une par une. Donc là, c'est justement le test de juste de l'armature et du fait qu'en flottant, vous arrivez à amener des grisets manger des coques, c'est ça? Exactement, parce qu'il y avait quand même cette contrainte à dépasser qui était, est-ce que le griset va quand même oser approcher l'appât alors que la nasse, si elle est flottante, par définition, elle va bouger avec le courant. Bon, eh bien, là, on a validé grâce à ces images, et puis des images qu'on a fait avec des réplicas, parce qu'il ne suffit pas de faire une observation une fois pour la valider. Donc, oui, c'est effectivement beaucoup, beaucoup d'heures. Et on a validé qu'elle est flottante, et vous voyez ici, on a remis notre nasse flottante, mais recouverte de notre filet transparent. Donc, on valide que le poisson rentre. Alors, à cette étape, on avait encore laissé une grande ouverture, puisqu'on voulait finir de valider par quel côté, si le poisson arrivait par le dessus ou par le côté, malgré le recouvrement. Et donc, ça nous a permis de décider ensuite où, sur l'engin, on allait positionner la goulotte d'entrée.
Donc, ça fait tout un cheminement pas à pas, une histoire de construction de cet engin pour finir à cocher toutes les cases, entre guillemets, avec ce cahier des charges finales et du test bassin et grandeur nature par la suite pour vraiment passer à l'étape à l'étape quasiment commerciale, si je puis dire. Oui, complètement. Alors ça, c'est la dernière étape en bassin, puisque dans le bassin, on a la possibilité de faire, de générer un courant, qui peut même être un courant assez fort. Donc, ça nous a permis de voir comment notre engin résiste avec des courants assez puissants et de valider ce qui pouvait se passer en mer ensuite avec les professionnels. Et là, sur cette image, par exemple, alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est une dimension un peu plus petite que ce qu'on avait initialement testé en mer. Et tout ça, ça découle des discussions qu'on a avec les pêcheurs professionnels, parlant d'ergonomie, par exemple. On avait d'abord initié sur des engins d'1,50 m de diamètre, et eux nous ont dit non, c'est un petit peu trop grand, on voudrait aussi tester des engins d'1 mètre de diamètre. Donc voilà, ça a été un cheminement pendant ces 3 dernières années. Et donc maintenant, là, vous en êtes les hypothèses sont cochées, les tests en bassin sont faits, on en est à la grandeur nature pour pas dire on en est à la pêche avec les pros quasiment, ou en tout cas les tester, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a construit notre prototype vraiment avec les moyens très, très maison, si vous voulez. Et une fois qu'on a vu que ce qu'on avait fabriqué fonctionnait, eh bien, on est passé à l'étape pas encore industrielle, mais en tout cas, fabriquer toutes pièces par des métalliers, enfin des gens qui travaillent les matériaux dont on avait besoin, pour voir à quoi pourrait ressembler une production de cet engin à plus large échelle. Donc, pour l'instant, c'est encore à l'échelle de prototype, donc c'est des engins qui nous ont coûté très cher, mais qu'on va tester cet été à bord des bateaux qui sont partenaires de ce projet, parce que nous avons besoin de les tester réellement en conditions commerciales. Ce que nous avons fait, on l'a réalisé sur les bateaux de l'Ifremer, mais on a besoin de voir que tout ça, c'est bien compatible avec l'agencement à bord des bateaux, leur zone de pêche et leur façon de travailler. Donc là, ce qui vous reste en fait à valider, c'est les professionnels, arrivent-ils à travailler avec ça à bord? Est-ce que l'engin est ergonomique? Est-ce que oui ou non, il va pêcher cette dorade pour leur permettre de diversifier leur métier lors de leur saison de pêche? Oui, il reste encore plusieurs questions à répondre, mais tu as complètement raison, Alexandre. Il va falloir valider que cet engin, il pêche ce qu'on a ciblé, et pas seulement du taco et du congre, puisque nous, on a travaillé dans une zone exclusivement où le griset était présent. On n'a pas été confronté à d'autres espèces. Or, les pêcheurs professionnels le seront. Donc, on a ça à valider, la composition spécifique. Il faut aussi qu'on valide les quantités pêchées. Est-ce que c'est intéressant? Il faut valider l'ergonomie, mais aussi sur le plan économique, est-ce que l'investissement en vaut la peine? Est-ce que les pêcheurs vont réussir à mieux valoriser leurs produits parce que c'est un produit d'excellente qualité puisqu'il n'est pas ni abîmé, ni fatigué? Voilà, on pourrait le remettre dans un aquarium après la pêche. Donc, est-ce qu'ils vont tirer leur épingle du jeu avec un engin comme celui-ci? Et puis, le dernier point sur lequel nous n'avons pas pu travailler parce qu'on s'est attaqué plutôt à l'engin globalement, c'est la sélectivité. Donc, il reste encore quelques petites questions à résoudre, mais la première, effectivement, c'est l'efficacité de l'engin. Et c'est pour cette merci beaucoup, Sonia. Et merci pour la présentation de ce projet. Qui nous montre que la conception d'un engin nouveau en partant d'une page blanche, ça demande de faire des études quand même assez poussées, aussi bien au niveau de la science du comportement de ces espèces qu'en technologie des pêches pure et dure, et que c'est pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer, mais que ça montre que tout le monde travaille de concert pour inventer les engins de pêche de demain, pour faire des filières toujours plus pérennes et qui travaillent de manière sélective et peu impactante, là, en l'occurrence, sur ce métier-là, sur les fonds. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers Hélène. Et en attendant que je me tourne vers Hélène, vous dire à tous de ne pas hésiter
de poser vos questions dans le petit outil des questions. On a déjà quelques questions qui sont arrivées, mais n'hésitez pas là à poser vos questions pour nos 3 panélistes, Martial, Jean-François et Sonia. Hélène, alors je vois qu'on a quelques questions qui arrivent. Effectivement, ouais, on a quelques questions déjà arrivées. Je vous propose de commencer par, on a 2 questions pour Martial sur le projet Recru. Donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Martial, une première question de Jean-Christophe au CNPM qui demande comment s'articulera le programme Recru sur la partie tourteau en particulier face à la baisse d'abondance qui est constatée en ce moment par les pêcheurs sur les façades, notamment façade atlantique, avec une hypothèse sur l'apparition d'un pathogène protozoaire qui est émise. Est-ce que ce potentiel pathogène sera inclus dans le programme Recru dans la création des indices d'abondance notamment? Alors effectivement, bonne question. On va dire que quand on a initié le programme, cette situation-là n'était pas du tout prise en compte, on va dire. Là, l'idée, c'est plutôt de continuer à s'assurer que l'on puisse faire un suivi qui soit pertinent et cohérent sur le tourteau, et en parallèle, commencer à vraiment travailler sur cette question-là. On peut tout à fait imaginer que les captures de jeunes tourteaux qui pourront être faits, alors quand on fait un suivi, c'est des très faibles captures en fait, hein. L'idée, c'est que tous les ans, on utilise le même protocole et que donc on puisse comparer d'une année sur l'autre. L'éventualité serait de conserver au moins ces individus et puis pouvoir tester s'ils sont porteurs ou pas de ce pathogène. Je pense que c'est comme ça qu'on travaillera. Et là, on a commencé, je dirais, à se mettre en ordre de marche avec nos collègues anglais pour commencer à faire ces analyses permettant déjà de s'assurer, juste de vérifier qu'on trouve ce pathogène aussi dans nos eaux françaises en fait. Et en fonction des résultats, il faudra effectivement avoir toutes les éventualités pour à la fois faire du suivi de recrutement et considérer l'impact de ce pathogène sur les résultats. Merci pour cette réponse. Et pour compléter aussi, pour Jean-Christophe, il y a un projet qui sera lancé cette année dans le cadre des enjeux immédiats France Filière Pêche sur cette question spécifique de la question du pathogène sur les tourteaux, le projet SAU qui sera porté, si je ne m'abuse, par le comité départemental des pêches du Finistère. Donc on aura certainement des choses à ajouter dans les mois à venir sur ce sujet. Toujours sur le projet Recru, question d'Héloïse Mathieu. Si grâce au protocole de suivi, on s'aperçoit que le recrutement n'est pas très bon, est-ce que vous avez déjà pensé aux mesures de gestion qui seront adoptées pour les professionnels? Est-ce qu'on est déjà à cette étape d'associer suivi du recrutement, évaluation de l'état du stock et puis mesures concrètes de gestion pour les professionnels derrière? Alors, je pense qu'on n'est pas encore à cette étape-là, à la fois parce que l'idée, c'est de rendre robustes ces suivis pour pouvoir bien comprendre quel est le lien entre le recrutement que l'on aura et puis l'évolution du stock par ailleurs derrière, en fait. Voilà, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est clairement, il y a quand même un certain nombre d'outils qui existent à l'heure actuelle pour contrôler l'accès à la ressource en licence, par nombre de casiers autorisés par homme, par structuration des zones. Donc, je pense qu'on a plusieurs outils à l'heure actuelle qui permettraient, si nécessaire, de prendre des mesures si on arrivait dans une position où le stock où on observait une décroissance du stock. Donc, on n'a pas encore complètement fait ce travail-là, mais par contre, on a les outils pour. Et dans des démarches qui sont plus spécifiques à certains comités, ils ont déjà un plan je dirais, de bataille s'ils observaient une diminution du stock d'une de leurs espèces pour commencer à prendre des mesures. Donc ça, voilà ce que je peux répondre là-dessus. Et pour pousser un petit peu la question, là c'est plutôt une interrogation personnelle, mais c'est un peu tôt sans doute, mais est-ce qu'on sera capable sur ce type d'espèces, tourteaux, homards, langoustes, etc., est-ce qu'on peut imaginer avoir un suivi aussi
aussi précis que ce qu'on peut avoir sur des espèces qui sont bien connues des scientifiques, plutôt poissons pour le coup, avec un suivi à l'échelle européenne, avec vraiment une estimation précise de l'état de la ressource, des quotas, des indices qui sont en adéquation avec le RMD, le rendement maximum durable. Est-ce qu'on peut aller jusque-là aussi sur les crustacés? Alors, on a une particularité par rapport aux crustacés qui rend ces approches parfois difficiles, c'est que les estimations d'âge dépassées une certaine taille sont extrêmement difficiles, en fait, notamment pour faire des suivis de cohortes. Mais ça n'empêche qu'on travaille là-dessus. Là, on avait, jusqu'à présent, on a des indices à long terme, en fait, qui étaient extrêmement stables sur le tourteau. Et c'est vrai que la situation actuelle fait que depuis 3 ans, en fait, ces indices diminuent fortement. En face, on avait une gestion qui était clairement très, très, on va dire précautionneuse, puisqu'on avait un encadrement par les licences et par les capacités des bateaux qui était vraiment stable. On était plutôt dans une situation où on avait une diminution d'efforts sur une espèce comme le tourteau. Il se trouve que malgré cette situation-là, on voit que le stock évolue dans une direction qui est plutôt négative, en fait. Donc on va dire renforcer en fait les suivis que l'on peut faire. Là, on a commencé à faire vraiment un travail vraiment en commun avec les collègues anglais, en fait, avec essayer d'avoir des suivis qui soient cohérents entre ce que l'on fait en France et puis ce qu'ils font en Angleterre, sachant ils n'ont pas forcément les mêmes règles de gestion en termes spatial, en termes de quantité de casiers par bateau ou par embarqué. Donc, c'est aussi là-dessus qu'il va falloir travailler pour essayer d'homogénéiser ça. Alors, la situation du Brexit fait que ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, la volonté d'aller vers là, en fait. Merci beaucoup. Alors pour l'instant, pas d'autres questions sur recrues, mais une autre question qui sera un peu plus généraliste à laquelle vous pourrez peut-être répondre, Martial. Des questions, alors pour Sonia, sur Baitfish, une première question de Michela Patrizi qui demande pourquoi est-ce que, alors plus pas forcément spécifique au projet, mais vous avez parlé du fait que la réglementation actuelle interdisait la capture de crustacés avec les nasses, en tout cas en même temps que les poissons. Est-ce qu'il y a une explication particulière à ça ? Oui, c'est parce que les pêcheurs ont remarqué qu'ils capturaient facilement des crustacés, et en particulier du homard, quand ils posaient des nasses en voulant cibler du congre. Or, les nasses peuvent prendre diverses formes, parce que jusqu'à il y a assez peu longtemps, la nasse n'était pas encadrée. Et donc, alors que le casier à crustacés, lui, l'était, et interdisait par exemple les casiers à parloir, qui sont l'équivalent de 2 chambres dans le casier, alors que la NAS, elle, pouvait autoriser, il n'y avait pas de réglementation pour l'encadrer. Et donc, ça a généré des conflits entre pêcheurs, puisque les casiers, eux, avaient des contraintes, et les pêcheurs qui mettaient des nasses à poissons pouvaient pêcher du crustacé, dont du homard, sans contrainte. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de cette notion de vocabulaire, de dissocier la nasse du casier, pour cette question de réglementation, et donc qui impose à la nasse de ne pas capturer de crustacés. Donc on voit bien qu'en réfléchissant à la conception d'un nouvel engin, il faut aussi réfléchir aux aspects réglementaires, puisque peuvent se poser d'autres questions que simplement techniques ou biologiques sur les espèces visées. Deuxième question de Pascal Larnaud, question très technique sur la goulotte d'entrée. Alors sur la dernière image qu'on a pu voir sur la dernière diapo, elle semble petite. Est-ce que vous envisagez d'agrandir cette goulotte pour permettre de laisser passer des plus grosses dorades, sachant que ça peut tout à fait rester sur de la dorade grise quand même, mais est-ce que ça peut évoluer ? Bien sûr que ça peut évoluer, puisque l'esprit du projet, c'est de développer un engin adapté aux espèces et individus. Donc ici, cette goulotte, c'est vrai, n'est pas très grande, mais elle est adaptée aux animaux que nous, on a pu observer, et le poisson est passé à travers cette dimension de goulotte. La difficulté dans la goulotte, eh bien, c'est qu'elle laisse le poisson entrer, mais qu'elle évite de le laisser sortir. Donc il y a cette complexité-là à résoudre, et que de toute façon, le développement n'est pas terminé. On a fait ça avec ce qu'on observait nous, mais maintenant qu'on va faire le transfert auprès des pêcheurs professionnels, la première phase de transfert va consister à mettre une caméra vidéo à l'intérieur de la nasse pour voir ce qui se passe autour et dedans. Et donc, c'est de cette façon-là
qu'on pourra évaluer si la taille de notre goulotte est pertinente ou pas, et donc de l'adapter en conséquence, parce qu'on verra si du poisson approche mais n'entre pas. Et ça fait partie de la série d'hypothèses que nous posons pour réaliser et aboutir le projet. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, hein. Je vois que là, j'ai une question que je vais pouvoir vous poser, Martial, de Dominique Lamort, qui revient sur Recru. N'hésitez pas à compléter au fur et à mesure. Peut-être avant une question de Dénès Lostis, qui est un peu plus générale. Alors, je ne sais pas qui pourra répondre entre vous trois à cette question, mais où est-ce qu'on en est des recherches et pratiques de pêche au casier de la langoustine? C'est une pratique qui est notamment assez courante, si je ne me trompe pas, du côté de l'Écosse. Est-ce qu'on avance sur ces pratiques et notamment côté français? Moi, je peux peut-être apporter juste une réponse sur l'existence de ce métier-là. C'est un métier qui existait en fait. Il y a des bateaux qui l'ont pratiqué par le passé. Il y a des bateaux qui ont fait des tests aussi. La réalité, c'est que ça peut très bien fonctionner. Là, je pense que c'est plus une situation de partage de l'espace au niveau des zones de pêche de la langoustine. Sonia, tu pourras confirmer, je pense que c'est moins un problème technique d'engin que le fait de pouvoir accéder avec ces engins à des zones qui sont déjà travaillées par ailleurs, en fait, par d'autres métiers. Donc là, je pense que c'est plus voilà, un accès à la ressource pour cet engin-là qui est difficile, en fait. Oui, c'est exactement ça, hein. C'est ce que dit Martial, c'est plus un problème de cohabitation de métiers, puisque ça marche aussi bien sur la Grande Vasière que ça marcherait en Écosse, à la différence près que dans les endroits exploités par l'Écosse, ils sont peut-être des individus un petit peu plus gros que ce qu'on peut observer nous ici. Il y a quelques pêcheurs qui ont quelques casiers, parce que comme l'espace est déjà exploité par des arts traînants dans les chalutiers, c'est assez peu compatible. Et donc, il y a quelques endroits qui sont des coins de vase à l'intérieur de roches, mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, c'est ça qui est limitant et qui empêche le métier du casier à langoustine de se développer. Et peut-être côté méditerranéen, c'est encore un sujet en réflexion, mais plus sur des secteurs en eau profonde, autour de 400 mètres de profondeur, où il y a un peu des réflexions où certains disent la langoustine, est-ce qu'on pourrait y aller et l'exploiter au casier, avec quand même pas mal d'interrogations sur la rentabilité économique de développer de telles pêcheries, quoi. Mais c'est pas encore tranché sur l'opportunité ou non de développer ce genre de choses. Merci à tous les trois. Donc, à la fois en plus des problèmes techniques et biologiques, on parle donc de conflits d'usage et puis de questions socio-économiques. Donc, c'est vraiment des questions très globales, hein, que ces questions de développer des nouveaux engins de pêche sur de nouvelles pêcheries. Question, donc je reviens sur la question de Dominique Lamort sur le projet Recru, qui nous dit donc qu'il existe pour le homard un suivi réalisé sur l'Ouest Cotentin depuis un certain nombre d'années. C'est une espèce qui est particulièrement importante pour les pêcheurs normands, le homard. Est-ce que Recru pourra apporter un complément d'information vis-à-vis de ce suivi qui est déjà réalisé? Et par ailleurs, Martial, je vous lis toutes ces questions, on va voir si éventuellement je relirai les questions, mais et il dit qu'il semble que le suivi actuel montre un affaiblissement de la ressource. Donc voilà, qu'est-ce que peut apporter Recru en plus? Et puis problématique supplémentaire, comme vous le disiez, sur les questions liées au Brexit, avec le suivi avec Jersey qui ne va pas forcément être facilité dans ce contexte-là. Alors, concernant la première question, effectivement, il y a un suivi sur Dielette et Flamanville qui utilise les engins classiques, en fait. Donc, on est sur un suivi, on va dire, en structure de teuil et donc en corps qui est finalement la même que celle que l'on peut effectuer avec, que l'on fait déjà, en fait. Alors, ce qui est très intéressant sur ce suivi-là, c'est que notamment celui de Flamanville, c'est un suivi qui est en place depuis plus de 30 ans. Donc, on a une réelle visibilité sur les tendances depuis cette période-là qui montre très clairement une augmentation nette du homard sur cette période-là, avec, on va dire, ces dernières années, on a eu vraiment un pic d'abondance en 2014-2015. Depuis, on a une petite diminution, mais qui rentre plutôt dans une dynamique de fluctuation annuelle.
Juste à titre de comparaison pour vous montrer, en fait, nous, on a une série qui est un peu plus longue, enfin, qui date d'une période plus longue et plus ancienne, avec un pêcheur qui nous a transmis toutes ces données entre 78 et 97. Et en gros, par rapport à cette période moyenne, aujourd'hui, on est à 2, voire 2 fois, presque 3 fois plus en abondance dans ce même secteur. Et c'est un secteur qui est au niveau d'Erquy, en fait. Donc, on est plutôt au sud de la baie de Granville. Donc, globalement, le homard se porte, sur une série longue, se porte plutôt bien, même si on a des fluctuations annuelles, en fait. La question liée comment s'appelle, au lien avec Jersey, jusqu'à présent, en tout cas, moi, je travaillais de manière complètement étroite avec les collègues de Jersey. On va continuer à le faire. Je pense que la situation qui existe à l'heure actuelle, elle est réellement politique, en fait, hein, entre les deux États, français puis Jersey, sur leur, avec une espèce de petite guerre sur leur zone, les ZEE de chacune, en fait. Donc moi, j'essaie de ne pas rentrer dans cette dynamique-là. Enfin, je n'ai pas à le faire de toute façon. Je regarde les données qui sont là où ça peut poser problème. C'est dans les suivis que l'on avait en place, où on avait des navires français qui notamment travaillaient sur la zone des Minquiers, en fait, et on avait des suivis depuis très très longtemps. Donc c'est plus dans peut-être qu'on va moins pouvoir suivre certaines zones d'un point de vue données françaises, en fait. Sachant qu'en plus, les Anglais, ils ont des techniques de pêche qui sont un petit peu différentes en utilisant. Alors sur les Minquiers, c'est interdit le casier piège, en fait, hein. Mais à d'autres endroits, ils l'utilisent. Donc on va continuer à essayer de travailler du mieux que l'on peut, de toute façon, avec les scientifiques Jersey, et s'adapter à la situation, de toute façon. Merci beaucoup. Une nouvelle question de Maria Ruissen alors peut-être plutôt pour vous, Sonia, parce que c'est dans le cadre du développement d'un nouvel outil, mais c'est peut-être une question plus générale. Mais une fois qu'on a développé un nouvel engin qui soit plus sélectif et plus durable que d'autres peut-être déjà existants, est-ce qu'il existe des politiques d'aide particulières pour aider les pêcheurs à investir justement dans ce type d'engin, ou des programmes incitatifs pour les aider dans ce type d'évolution des pratiques? Alors moi, je vais avoir seulement une partie de la réponse, parce que la réponse complète va au-delà des missions de l'IFREMER, hein. Nous, notre rôle, c'est de montrer avec des données et des données objectives comment fonctionne cet engin et quelle est sa capacité à pêcher. Et donc, c'est juste ces données qui vont peu à peu convaincre les pêcheurs de l'utiliser et de l'adopter. Après, les incitations financières pour l'adopter, on n'est plus dans le cadre des missions de l'IFREMER. Peut-être qu'il faut retourner la question vers FFP ou plus largement, mais je ne saurais y répondre complètement. Effectivement, ça peut être une action France Filière Pêche, ou en tout cas une réflexion qu'on pourrait avoir dans le cadre de l'association, puisque on est sur des financements privés, donc avec la possibilité de réfléchir en tout cas collectivement à ce qu'on veut en faire sur certaines actions. Et je pense aussi au FEAMP, mais vous me corrigerez tous si je me trompe, peut-être Alexandre aussi, mais dans le cadre du FEAMP, c'est peu probable qu'on puisse financer l'achat d'engins de pêche en direct, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, il y a certainement ces deux éléments à creuser. Moi, j'ajouterais peut-être juste là-dessus un élément de réflexion complètement extérieur, mais je sais que dans le projet, quand on a fait construire du matériel, on a aussi fait un travail collectif où on a finalement réussi à mutualiser alors au sein d'un projet, mais les besoins pour aller voir. On a été voir des métalliers et tout ça. Et c'est vrai que on a fait un petit peu jouer entre guillemets la concurrence. On a été voir des fabricants juste à côté. On a été les voir, leur expliquer ce qu'on avait besoin, et en leur demandant, voilà, entre 10 modèles et puis 150 modèles, comment on fait évoluer le prix. Donc je pense que ça peut être vraiment une démarche collective de plusieurs personnes qui seraient intéressées. Alors sans doute qu'il faut avoir une structure qui centralise la demande, mais en tout cas mutualiser auprès d'un seul fabricant la fabrication, on diminue tous les coûts d'achat. Et là, je pense que c'est aussi une dynamique professionnelle qui peut être assez intéressante pour arriver à produire des engins qui génériques et d'un prix tout à fait accessible, en fait. Et ça, je pense, de fonctionner entre différents comités, même entre différentes régions, je pense qu'il y a réellement intérêt à le faire. Je fais juste le parallèle avec un produit qui est fait, c'est les bagues à langoustes. En fait, elles sont mutualisées au niveau des achats, et après, chacun peut aller sur le coût qui a été discuté, aller les acheter. Donc, je pense que ça,
c'est vraiment des petits exemples, mais qui montrent la capacité à travailler sur cet axe-là. Donc pour rebondir, Hélène, parce que ce que disait Marcel effectivement et Sonia, en se fédérant en tant que groupe de pêcheurs, on peut obtenir et développer ces engins-là. Louis Gustin nous dit que, parce que je n'avais pas forcément la réponse, mais merci Louis, que le FEAMP permet de financer des engins plus sélectifs, effectivement. Et comme tu disais, c'est des réflexions qui sont en cours à France Filière Pêche, toutes ces questions de transfert, d'innovation et toutes ces initiatives-là. C'est quelque chose dont on a déjà débattu au premier webinaire quand on a présenté, par exemple, les panneaux reverse, qui sont des panneaux qui sont décollés. Comment des structures telles que FFP, et c'est des questions qui se posent, peuvent aider à ce transfert de technologie pour permettre aux professionnels de se saisir de ces engins-là pour aller de l'avant. Donc c'est en cours, ça se réfléchit, mais on n'a pas encore la réponse à cette question. Donc on n'a pas d'autres questions et ça tombe bien. Alors on n'a pas d'autres questions, mais du coup moi je voulais profiter du fait qu'il n'y ait pas d'autres questions pour en poser une à Jean-François. Je me permets de faire la dernière question pour rebondir un peu sur la noisette de la mer. Vous nous avez parlé on va rentrer un petit peu dans des détails biologiques, mais vous avez parlé de dimorphisme sexuel de l'espèce avec des femelles qui sont plus grandes que des mâles. Or à la pêche finalement on utilise assez souvent des tailles minimales de capture en mesure de gestion. Est-ce que du coup ça peut être compatible quand même avec ce type d'espèce, ou est-ce qu'il y a un risque du coup en mettant une taille minimale de capture de ne pêcher plutôt que des femelles et de risquer du coup un déséquilibre dans la population? C'est sûr que ça fait partie des risques. C'est pour ça qu'il y a la notion d'effort de pêche qui est vraiment associée et que la taille minimale n'est pas forcément le paramètre le plus intéressant. Après, on est quand même moins embêté que ce qu'on a craint au début, parce qu'au départ, on pensait que c'était d'abord des individus mâles qui devenaient femelles. Et dans ce cas-là, ça devenait très compliqué d'imaginer des notions de taille minimale, parce qu'effectivement, on n'aurait pêché que les femelles et pas les mâles. Donc, ça posait pas mal de soucis. Et donc, oui, disons qu'au moins la partie taille minimale ne sera pas une mesure suffisante pour justifier une mise en place de gestion, quoi. Sinon, finalement, on ne cible que les grosses femelles qui sont celles qui participent le plus à la reconstitution du stock. Donc, merci beaucoup pour la réponse à cette question. J'avais juste une question par rapport à cette pêcherie. Je n'ai pas d'informations sur le prix de vente, en fait, et pour un bateau, en fait, une bonne journée, c'est quelle quantité? C'est vraiment… Les criers, enfin les structures de vente collectives, essayent de maintenir un prix minimal autour de entre 4 et 5 euros le kilo, ce qu'ils n'arrivent pas toujours à réaliser sur l'année, parce qu'il y a des périodes où le marché est tel, enfin il y a certains secteurs où une capacité de pêche telle qu'on a un effondrement des prix avec des passages directs aux marailleurs, mais le prix ciblé au départ est autour de 4 euros le kilo. Après, les volumes pêchés, ça va vraiment dépendre des périodes et des sites. Enfin, voilà. Typiquement, ça se pêche mieux l'hiver, donc sur décembre, janvier, février, ils peuvent capturer. Alors après, c'est jamais les pêcheries d'Atlantique, hein, on est toujours sur des volumes plus faibles, mais on va dire qu'avec 2 ou 3 filières, ils gagnent leur journée, ce qui est pas le cas en période estivale, ce qui font que certains s'arrêtent. Je ne sais pas si je réponds à toutes tes questions, mais… Si, très bien, merci. Mais ce n'est pas la pêcherie bulotière avec les mêmes volumes et ce genre de choses. Sinon, vous l'aurez rappelé le bulot de Méditerranée. Oui, peut-être. Ouais. Commercialement, on n'a pas le droit, ça crée de la confusion. Je sais bien. Merci à tous les participants pour toutes ces questions. Ces projets nous ont montré un certain nombre de choses. Pour les 2 premiers, que la base de toute bonne gestion et donc de mise en place d'une filière pérenne, c'est l'acquisition d'informations sur ces espèces. Et le dernier, il nous montre que tout le monde essaie d'aller de l'avant pour développer les engins de pêche de demain et faire évoluer les pratiques toujours dans le bon sens. Avant de clôturer ce webinaire et de se laisser, comme la première édition, je vais vous proposer un petit sondage. Sondage pour déterminer de la thématique de la prochaine édition. Alors, c'est là qu'on fait appel à la technologie. Je vais cliquer. Normalement, je veux bien une confirmation, mais vous avez tous le sondage qui s'affiche devant vous.
avec trois thématiques pour le prochain. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit le sondage? Non, on ne voit pas le sondage, Alex. D'accord. Mais moi, je le vois et je peux y répondre, ce qui est quand même fantastique. Ah, merci. Il suffit de cliquer sur « Lancer le sondage ». Voilà. Là, vous l'avez. C'est bon, c'est bon. Donc, le sondage avec les trois thématiques pour la prochaine fois. La première, on va s'intéresser à la Méditerranée, qui est une zone qui a besoin de l'information de base pour mettre en place une bonne gestion. Et donc, on va s'intéresser au projet où la collaboration scientifique-pêcheur est mise en place au service des écosystèmes pour faire évoluer cette connaissance sur les espèces de Méditerranée et en améliorer toujours cette gestion. La deuxième thématique, ça va être autour de la pêche au thon avec ce partenariat scientifique-pêcheur pour limiter l'impact des différentes pêcheries thonières sur l'environnement. Ce ne sera pas uniquement le thon de Méditerranée, le thon rouge, mais on aura aussi du thon de l'océan Indien. Tous ces projets qui s'intéressent soit au thon, sa migration et son lien avec l'environnement, ou encore les pratiques de pêche des thoniers seineurs en océan Indien avec des projets d'innovation sur les DCP. Ou encore la pêcherie palangrière de thon et tous les projets pour améliorer cette pêcherie qui est mise en place en Méditerranée. Et enfin, la dernière thématique, le partenariat scientifique-pêcheur autour des petits pélagiques. Et donc ça, ce sera tous les projets qui sont en lien avec la campagne et les campagnes océanographiques dans le golfe de Gascogne. Comment fait-on pour connaître ces espèces et après tout le lien de ces petits pélagiques avec l'environnement et les conséquences des modifications des écosystèmes sur ces espèces. Je vous ai brossé brièvement les trois thématiques. Voilà, sur le prochain webinaire. Entre-temps, on a perdu un petit peu de monde, donc il y a moins de participants, mais toujours est-il que ceux qui restent décideront de la thématique du prochain. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Mais bon, je suis gourmand parce qu'on est déjà à 84% de votants. Donc, je pense qu'on peut d'ores et déjà conclure modulo les quelques-uns qui restent, que le prochain webinaire traitera donc des petits pélagiques, de cette pêcherie et de cette filière petits pélagiques au complet, de comment on fait pour connaître ces petits pélagiques et de leur lien avec l'environnement. Voilà, donc ce sera la thématique du prochain. Un grand merci à tout le monde, merci à tous les participants, merci à vous, Martial, Jean-François et Sonia, d'avoir présenté ces projets, et merci à toute l'équipe FFP pour l'organisation de ce webinaire. À très bientôt. On vous enverra assez rapidement l'invitation pour ce troisième webinaire avec cette thématique donc sur les petits pélagiques.